Le silence de la campagne en Dordogne avait un poids particulier cet automne-là. Le ciel, d'un gris uniforme, semblait pressé sur le toit de la vieille bâtisse en pierre où Hélène avait passé les 40 dernières années. Récemment veuve, elle se mouvait dans la maison principale avec une lenteur calculée, chaque objet lui rappelant l'absence de Louis. Mais aujourd'hui, sa tâche se situait ailleurs, dans la vieille grange en bois au fond du jardin. L'air y était lourd, saturé d'une odeur de poussière, de bois sec et de souvenirs mis sous bâche. Hélène, à 65 ans, portait son deuil avec une dignité contenue, ses vêtements sombres se fondant dans la pénombre de l'endroit. Elle avait entrepris de trier les affaires de son mari, une façon de mettre de l'ordre dans le chaos de son cœur, sans se douter que ce rangement allait bouleverser l'image même de l'homme qu'elle croyait connaître par cœur. La journée avançait au rythme de ses gestes méthodiques, vider des cartons, plier de vieux vêtements de travail, empiler des outils que personne n'utiliserait plus jamais. C'est en voulant déplacer une lourde étagère en chêne, chargée de pots de peinture séchés et de boîtes de vis rouillées, que tout a basculé. Elle a poussé de toutes ses forces, ses muscles protestant contre l'effort inhabituel. Et le meuble a finalement glissé sur le sol en béton dans un grincement horrible. Derrière, là où il n'aurait dû y avoir qu'un mur de pierre brute, se dessinait le contour d'une porte dont elle ignorait totalement l'existence. Elle n'était pas simplement fermée, elle était scellée. 3 cadenas massifs, rongés par la rouille, pendaient à de grosses chaînes enroulées autour d'un verrou tout aussi ancien. Un frisson parcourut Hélène, un mélange de confusion et d'un mauvais pressentiment. Pourquoi tant de précautions? L'interrogation laissa vite place à une détermination farouche. Ce secret, quel qu'il soit, était le sien désormais. Elle fouilla dans la grande caisse à outils de Louis, ses mains tremblantes se refermant sur un pied de biche et un lourd marteau. Le premier cadenas résista, mais elle frappa encore et encore, le bruit métallique et violent résonnant dans la grange silencieuse comme un cri de protestation. Le métal céda dans un claquement sec. Le deuxième fut plus facile. Pour le troisième, elle dut s'acharner, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur ambiante. Chaque coup était une question adressée à son défunt mari, chaque effort, une tentative de briser le mur de silence qu'il avait laissé derrière lui. Finalement, la dernière chaîne tomba au sol avec un bruit sourd. Hélène resta un instant immobile, le souffle court, la main posée sur le bois froid de la porte. Avec une hésitation qui trahissait sa peur, elle tira la porte vers elle. Un long gémissement de bois et de métal rouillé déchira le silence. La faible lumière du jour s'infiltra à l'intérieur, révélant une scène impossible, une vision d'un autre temps. Ce N n'était pas une cave ou un débarras, mais une chambre d'enfant, une chambre parfaitement préservée, comme figée dans les années 80, un berceau en bois, un papier peint orné de petits ballons bleus, un mobile poussiéreux suspendu au-dessus du vide. Hélène se figea sur le seuil, l'air lui manquant soudainement. Son esprit refusait de comprendre ce que ses yeux voyaient. Puis, le souvenir, la douleur qu'elle avait enfouie si profondément, remonta avec la force d'un raz-de-marée. Elle tomba à genoux, le visage inondé de larmes, submergée par un chagrin redécouvert. C'est dans ces instants que l'on mesure la fragilité d'une vie. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, pensez à vous abonner, car c'est votre soutien qui nous permet de continuer à les partager. Le sol en béton était froid et dur sous ses genoux, mais Hélène ne le sentait pas. Toute son attention était absorbée par la scène devant elle, un tableau d'un passé qu'elle avait cru effacer à jamais. Le papier peint avec ses petits ballons bleus, délavé par le temps mais encore visible, lui serra le cœur. Chaque détail était une blessure. Le petit lit en bois, vide. Le mobile poussiéreux, dont les figurines d'animaux pendaient immobiles comme de petits fantômes. Une odeur de temps arrêté, de laine et de bois sec flottait dans l'air confiné. C était la chambre de Gabriel, son fils. Le fils dont il n'avait plus jamais prononcé le nom après sa mort. Il y a 40 ans,
La douleur, qu'elle pensait avoir domestiquée, revenait avec une violence inouïe, brute et sauvage, comme au premier jour. Son esprit, contre sa volonté, fit un bond de 40 ans en arrière. Elle se revit dans ce couloir d'hôpital, stérile et impersonnel. Elle se souvint de l'odeur d'antiseptique, de la lumière crue des néons et de la voix douce, mais sans appel du médecin, annonçant que la maladie avait gagné. Gabrielle n'avait que 2 ans. Le monde était effondré. Louis l'avait tenu dans ses bras, son corps rigide contre le sien, mais aucun son n'était sorti de sa bouche. C'est à ce moment-là que leur pacte de silence avait été scellé, sans qu'un seul mot ne soit échangé. Pour survivre, il fallait avancer. Et pour avancer, il fallait oublier, ou du moins, prétendre le faire. Ils avaient rangé ces quelques affaires, donné ses jouets, et continué à vivre, portant chacun une moitié d'un vide immense qu'ils ne partageront plus jamais. Hélène se releva, les jambes tremblantes, et fit un pas à l'intérieur de la pièce secrète. C était plus qu'un simple débarras de souvenirs. C était un sanctuaire. Tout était propre, malgré la poussière accumulée. Le soin apporté à la préservation de cet endroit était évident. Louis était venu ici, souvent, toutes ces années. La pensée la frappa avec la force d'une gifle. Pendant qu'elle s'efforçait d'oublier, lui venait ici pour se souvenir. Une colère sourde commença à gronder sous le chagrin. Pourquoi lui avait-il caché cela? Avait-il pensé qu'elle n'était pas assez forte pour partager ce fardeau? Leur vie commune, qu'elle croyait transparente et solide, venait de révéler une fissure béante, une part entière de son mari qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Son regard fut attiré par une petite commode contre le mur du fond. Sur celle-ci, une boîte en bois, d'une essence plus foncée que le reste du mobilier, semblait presque attendre sa venue. Ses mains hésitèrent un instant avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, soigneusement rangées, se trouvaient des photographies. Des photos qu'elle pensait avoir brûlées dans un accès de désespoir après la mort de Gabrielle. Le premier sourire de son fils, ses premiers pas maladroits, tenus par la main de Louis, son visage potelé barbouillé de purée de carottes. Sous la pile de clichés, il y avait un carnet à la couverture de cuir usé, le journal de Louis. Elle sentit son souffle se couper. Elle allait enfin pouvoir entendre la voix de son mari, celle qui lui avait eue pendant 4 décennies. Assise à même le sol froid, le dos appuyé contre le berceau vide, elle ouvrit le carnet. La première page était datée de quelques semaines après la mort de Gabrielle. Elle, écriture de Louis, habituellement si assurée, était tremblante, presque illisible par endroits. L'homme taiseux, l'homme des gestes et non des mots, avait couché sur ces pages une douleur à l'état pur, une souffrance qu'il n'avait jamais laissé paraître. Il décrivait son sentiment d'échec en tant que père, son impuissance face à la maladie, sa colère contre un destin injuste, mais surtout, il parlait d'elle, Hélène. Il décrivait sa peine, son absence, le voile de tristesse qui ne quittait plus ses yeux, même quand elle souriait. Il écrivait qu'il aurait tout donné pour prendre sa douleur et la garder pour lui seul. Puis elle arriva à la phrase qui fit basculer son univers, la clé de voûte de 40 ans de silence. À la fin d'une page jaunie, Louis avait écrit « Je vois la douleur dans ses yeux. Elle est comme un poison lent qui la consume. Si pour elle, avancer signifie oublier, alors je me souviendrai pour nous deux. Je garderai sa mémoire vivante ici, dans ce secret, pour qu'elle puisse retrouver la lumière. » Les larmes d'Hélène se remirent à couler, mais elles n'étaient plus les mêmes. Ce haine était au plus des larmes de chagrin ou de colère, mais des larmes de compréhension. Ce haine n'était pas une trahison. C était un sacrifice, la plus grande, la plus maladroite et la plus silencieuse des preuves d'amour qu'un homme pouvait offrir. La compréhension laissa place à une culpabilité écrasante, culpabilité d'avoir survécu, d'avoir eu d'autres enfants, d'avoir ri de nouveau, culpabilité de ne pas avoir vu, de ne pas avoir deviné le fardeau immense que son mari portait seul, juste à côté d'elle. Elle avait cru à son silence. Elle s'en était accommodée, le prenant pour de la pudeur ou une incapacité à exprimer ses sentiments. La vérité était bien plus complexe, bien plus douloureuse. Il l'avait protégée d'elle-même.
de la part d'elle qui voulait sombrer. C'est dans ces moments de vérité brute que l'on comprend la complexité du cœur humain. C'est pour continuer à partager ces instants de vie que votre soutien est si précieux. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Le bruit d'une voiture sur le chemin de gravier l'attira de sa torpeur. Étaient Marc et Sophie, ses enfants, venus prendre de ses nouvelles, sans doute inquiets de ne pas avoir eu d'appel de sa part. Elle les entendit l'appeler depuis la maison, puis leurs pas se dirigèrent vers la grange. Leurs visages, d'abord soucieux, se figèrent en découvrant la scène. Leur mère, assise par terre au milieu d'une chambre d'enfant, sortie d'un autre temps. « Maman, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Marc, sa voix mêlée de choc et d'incompréhension. Sophie, elle, posa une main sur sa bouche, les yeux fixés sur le berceau. Le monde extérieur venait de faire irruption dans le sanctuaire, et Hélène sentit immédiatement qu'il le menaçait. La conversation qui suivit fut un dialogue de sourds, un choc entre deux générations et deux manières de concevoir le deuil. Marc, l'aîné, pragmatique et protecteur, vit immédiatement le danger. Pour lui, cet endroit était morbide, une ancre qui risquait de tirer sa mère vers le fond. Il parla de vendre la maison, de déménager Hélène dans un appartement plus petit, plus moderne, pour son bien. Sophie, plus douce mais tout aussi désemparée, suggéra de tout emballer, de faire le tri, de tourner la page une bonne fois pour toutes. Leurs mots, bien qu'enrobés d'amour et d'inquiétude, sonnaient aux oreilles d'Hélène comme une profanation, une tentative de ranger et de classer une émotion trop grande pour leur petite boîte bien ordonnée. Hélène tentait d'expliquer, le journal de Louis à la main, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Comment leur faire comprendre que cette chambre n'était pas un tombeau, mais le témoignage d'un amour infini? Comment leur raconter qu'elle ne venait pas de retrouver son deuil, mais de retrouver son mari dans sa vérité la plus pure? Pour eux, Gabriel était une vieille histoire triste, une photo en noir et blanc dans un album oublié. Ils n'avaient pas connu le poids de son absence chaque jour. Ils voyaient leur mère, fragile et âgée, s'enfermer dans un passé douloureux. Ils ne voyaient pas la femme qui venait de comprendre la véritable dimension de son histoire d'amour et qui avait besoin, plus que jamais, de l'honorer. La pression augmenta doucement, insidieusement. Ils parlaient avec le langage de leur époque, un langage d'efficacité émotionnelle où le deuil doit être traité, géré, dépassé. Le mot « psychologue » fut prononcé par Sophie, avec bienveillance mais une immense maladresse. Il voulait l'aider, la réparer, la ramener à une normalité rassurante. Mais Hélène ne se sentait pas brisée. Au contraire, pour la première fois depuis 40 ans, elle se sentait entière. La pièce manquante de son puzzle personnel venait d'être retrouvée. Elle se sentit soudain plus seule face à ses enfants aimants et bien intentionnés que face aux fantômes de son mari dans la pénombre de la grange. Leur sollicitude était une cage dorée. Elle ne répondit plus, laissant leurs arguments se perdre dans le silence de la grange. Un calme étrange s'empara d'elle, une résolution froide et claire. Elle comprit qu'elle ne devait convaincre personne. Ce secret appartenait à Louis et à elle, et désormais, elle en était la seule gardienne. Ses enfants, avec tout l'amour du monde, ne pouvaient pas comprendre. Ils n'avaient pas vécu ce silence, ils n'avaient pas porté ce vide. Elle les regarda s'agiter, planifier son avenir pour elle. Et elle sut que la véritable épreuve ne serait pas de faire face au passé, mais de le défendre contre le présent. Elle devait protéger la mémoire de Gabriel, mais aussi et surtout, elle devait protéger le sacrifice de Louis. La bataille ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, Hélène les convoqua dans la grange. Le soleil d'automne, plus doux, filtrait à travers les planches disjointes, éclairant la porte de la chambre laissée grande ouverte. Marc et Sophie arrivèrent, le visage grave, armés d'une sollicitude qui ressemblait à de la pitié. Ils avaient préparé leur discours, un mélange de logique implacable et d'inquiétude filiale. Pour eux, la situation était claire. Leur mère, fragilisée par le deuil, s'enfermait dans une fantasmagorie dangereuse. Ils étaient venus la raisonner, la sortir de là, la ramener à la réalité, leur réalité.
Ils avançaient vers elle avec la certitude de ceux qui savent ce qui est bon pour les autres, sans se douter que la femme qui leur faisait face haine était déjà plus celle qu'ils avaient quittée quelques jours plus tôt, perdue dans ses larmes et sa confusion. Marc prit la parole le premier, sa voix se voulant douce mais trahissant son impatience. Il parla de la nécessité de vendre, de l'entretien trop lourd de la propriété, de l'importance de ne pas vivre dans un mausolée. Il utilisa des mots comme processus de deuil et étape suivante, des termes cliniques qui vidaient la situation de toute son âme. Sophie enchaîna, plus émotive, les larmes aux yeux. Elle lui parla de son propre bien-être, de leur peur de l'avoir sombré. « Maman, c'est malsain. On ne peut pas te laisser t'enfermer ici avec des fantômes. Il faut fermer cette porte, pour de bon. Tourner la page. » Leurs paroles, un torrent bienveillant, s'écrasaient contre le silence d'Hélène. Chaque mot une pierre de plus sur le mur d'incompréhension qui les séparait désormais. Alors qu'ils allaient se continuer, Hélène leva simplement la main. Le geste, calme et dénué de toute agressivité, suffit à les interrompre. Elle les regarda, non plus avec la peine d'une mère incomprise, mais avec la force tranquille d'une femme qui a trouvé sa vérité. Sa voix, quand elle parla, était claire et ne tremblait pas. « Cette chambre ne parle pas de la mort, dit-elle, et ses mots résonnèrent dans le silence de la grange avec une autorité nouvelle. Elle parle de l'amour qui y a survécu. Votre père a passé 40 ans à protéger mon cœur, et j'ai passé 40 ans à prétendre que le mien n'était pas brisé. Aujourd'hui, c'est terminé. » La simplicité de ces paroles portait le poids de 4 décennies de silence. Une vérité si lourde qu'elle semblait absorber tout l'air autour d'eux. Elle fit quelques pas et entra dans la petite chambre, sous le regard médusé de ses enfants. Ses doigts effleurèrent le bois du berceau, puis elle se pencha pour ramasser l'un des petits chaussons en laine qui reposait sur le sol. Elle le tint dans la paume de sa main, un objet si petit, si insignifiant, mais qui contenait toute son histoire. « Il n'a pas oublié, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. « Il a porté ce chagrin tout seul pour que je puisse continuer à vivre, à vous élever, à rire. Il pensait que mon bonheur dépendait de mon oubli. C'est était sa façon de m'aimer. Son silence n'était pas un abandon. C'est était un sacrifice. » En défendant la mémoire de Louis, elle se réappropriait sa propre histoire, validant non seulement sa douleur, mais aussi la sienne. Marc et Sophie restèrent immobiles, leurs arguments préparés et leurs certitudes rationnelles réduits en poussière. Ils ne voyaient plus une vieille femme fragile s'accrochant au passé, mais leurs 2 parents, unis dans une tragédie et un amour qu'ils n'avaient jamais soupçonné. La chambre N était plus un lieu morbide, mais le témoignage d'une dévotion silencieuse et absolue. Une vague de honte et de compréhension submergea leurs visages. Hélène se tourna vers eux, le petit chausson toujours serré contre son cœur. Elle avait cessé de se battre contre le passé. Elle l'avait accueilli, et ce faisant, elle avait consolidé le lien le plus important de tous, celui avec elle-même, avec la jeune mère, l'épouse aimante et la femme entière qu'elle était enfin devenue. Les semaines qui suivirent ne furent pas un retour au calme, mais la naissance d'une nouvelle énergie. Hélène n'a pas vendu la maison. Au contraire, elle s'y est ancrée plus profondément que jamais. Avec l'aide de Marc et Sophie, qui avaient fini par comprendre la nature profonde de sa démarche, elle a entrepris de transformer la grange. Ils ont vidé les vieux meubles, poncé le sol, et installé de grandes baies vitrées qui inondèrent l'espace de lumière. Mais la petite chambre de Gabriel est restée intacte, un cœur silencieux et préservé au milieu de cette renaissance. La porte, autrefois scellée par la peur et le chagrin, est restée grande ouverte, non plus comme l'entrée d'un tombeau, mais comme un passage entre le souvenir et la vie. Hélène ne cherchait pas à effacer le passé, mais à lui donner un avenir, à le faire respirer au grand jour. Au printemps, la grange a rouvert ses portes sous un nouveau nom, inscrit sur un panneau en bois peint à la main. L'atelier de Gabriel. Ce N était plus un lieu de deuil privé,
mais un espace de création offert aux enfants du village. Les premiers rires ont résonné là où le silence avait régné pendant 40 ans. L'odeur de la poussière a été remplacée par celle de la peinture fraîche et de l'argile. Hélène, au milieu de ce joyeux tumulte, avait retrouvé une place. Elle ne fuyait plus le souvenir de son fils, elle le célébrait à travers la créativité des autres. Chaque dessin d'enfant accroché au mur, chaque petite sculpture maladroite, était une victoire sur le silence. La douleur, autrefois un fardeau secret porté par un seul homme, était devenue une source de joie partagée par toute une communauté. 5 ans plus tard, l'atelier était devenu une institution locale. Hélène, à 70 ans, avait le regard pétillant d'une femme en paix avec son histoire. On la voyait souvent assise à une petite table, montrant à une fillette comment mélanger les couleurs pour obtenir le bleu parfait du ciel. Au mur, juste au-dessus d'eux, une simple photo était encadrée. On y voyait Louis, son sourire timide et bienveillant, à côté d'un dessin d'enfant représentant un unique ballon bleu, élevant dans les airs. La mémoire de Gabriel et le sacrifice de Louienne étaient plus des fantômes cachés dans l'ombre, mais des présences lumineuses qui inspiraient la vie. Hélène avait appris que la véritable guérison ne consistait pas à oublier, mais à transformer la peine en un héritage qui continue de grandir et de fleurir. Un soir, alors que les derniers enfants étaient repartis, Hélène s'arrêta devant la photo. Elle posa doucement sa main sur le cadre, son regard se perdant dans celui de son mari. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, tandis qu'elle murmurait dans le silence apaisé de l'atelier « On a réussi, mon amour. Nous nous sommes souvenus. » Son histoire était la preuve que même la plus profonde des douleurs peut être transformée en quelque chose de beau, en un message d'espoir qui traverse le temps. C'est en continuant de raconter des parcours comme celui-ci que la mémoire et l'amour triomphent du silence. Si vous souhaitez nous aider à faire vivre d'autres récits aussi puissants, votre abonnement est notre plus précieux soutien.